Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Nous parlons aujourd'hui de votre peau et plus exactement de l'eczéma, qui est la maladie de peau la plus fréquente après l'acné. L'eczéma touche environ 30% des jeunes enfants et 10 à 15% des adultes. Une maladie qui ne cesse d'augmenter et qui n'est pas toujours prise au sérieux et pas toujours bien prise en charge, alors que les solutions existent. Nous en parlerons avec la fondatrice de l'Association française de l'eczéma et avec un dermatologue, bien sûr. Puis, dans notre Zoom Santé, nous nous intéresserons à vos médicaments, ou plus exactement à la manière dont vous prenez ou ne prenez pas les médicaments qui vous sont prescrits. Mais tout de suite, nous allons parler de l'eczéma. Alors, pour ce faire, je le disais, nous avons la chance d'avoir Stéphanie Méran. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'Association française de l'eczéma. Vous-même souffrez de cette maladie, vous nous raconterez un petit peu comment ça a commencé et à quel âge. Docteur Pierre-André Becherel, bienvenue, vous êtes chef de l'unité de dermatologie à l'hôpital Antony. Absolument, bonjour. Alors, l'eczéma, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est une maladie de peau, c'est une maladie chronique. N'oublions pas que la peau est l'organe le plus important du corps. Ça pèse environ 4 kilos, ça mesure une surface de plus de 2 mètres carrés. C'est vraiment ce qui est le plus visible, évidemment. L'interface. Voilà, l'interface. Ça a plein de fonctions, barrières, etc., protection. Mais racontez-nous ce qui se passe dans l'eczéma. Alors l'eczéma, c'est une maladie en gros de l'immunité. Ça s'intègre dans ce qu'on appelle le terrain atopique. Il y a un terrain génétique, c'est dans la même famille que le rhume des foins ou l'asthme, que les gens connaissent bien. C'est un peu cette même famille. Parfois, on est touché par une, deux ou trois ces maladies à la fois, ou dans la famille, l'antécédent de l'un ou de l'autre. C'est une maladie un peu complexe, on peut la résumer de deux façons. Il y a un problème génétique, comme on l'a dit, qui touche donc la peau, les cellules de la peau qui sont disjointes, ce qui fait que la peau laisse échapper de l'eau, elle devient sèche et elle est fragile. Fait, la peau c'est 70% d'eau et les cellules doivent être bien serrées. Elles sont très serrées, elles font une cohésion vraiment très forte pour empêcher la fuite d'eau justement. Et dans l'eczéma, il y a une protéine qui est anormale vraisemblablement et qui fait que les cellules vont se disjoindre, donc laisser filtrer des microbes, des allergènes, etc. Et sur ce terrain génétique favorable, il y a une immunité également excessive, comme s'il y avait une défense exagérée de la peau pour se battre contre ces allergènes, qui pour l'instant, à vrai dire, sont mal déterminés. Donc on a des pistes, mais globalement, la compréhension reste tout de même encore très superficielle, génétique, immunité excessive. D'accord. Génétique, multigénétique. Multigénétique, il n'y a pas un gène donné. Ouais. Et là, ce serait trop simple. Donc, c'est effectivement une batterie de gènes qui sont transmis et qui expliquent la prédisposition à la maladie. Alors, eczéma, ça vient donc du grec qui veut dire sortir en bouillonnant. Voilà. Et donc, quand ça sort, ça peut faire quoi et ça sort sous quelle forme? Alors, quand ça sort, ça crée des rougeurs intenses, des petites vésicules d'eau à la surface de la peau qu'on voit. Comme ça. Voilà, des petites vésicules, et donc ça coule, souvent c'est un peu humide et liquide. Et donc c'est suintant en plus. C'est suintant. Et 3, ça gratte énormément, et qui dit gratter dit lésion sur la peau, donc dit surinfection, parce que plus on gratte, plus les microbes peuvent rentrer dans la peau, et ça dit tout de suite une des complications majeures de l'eczéma, qui est la surinfection de la peau, parce que ça gratte énormément, et ça donc rend la vie des patients parfois insupportable. Quand l'eczéma est majeur, les démangeaisons peuvent devenir vraiment handicapantes dans la vie quotidienne. Oui, ça commence donc très souvent chez le nourrisson. Oui, absolument. Pourquoi souvent... Parce que les défenses immunitaires ne sont pas encore là? Parce que quoi? Oui, l'immunité, elle est non constituée encore chez le nourrisson. Ça commence rarement avant 3 mois. Avant 3 mois, on est protégé à peu près par les anticorps de la mère, en fait. Voilà. Et après 3 mois, quand ces anticorps disparaissent, souvent les premiers signes viennent. Et chez le nourrisson, c'est assez typique, c'est dans les zones qu'on dit convexes. Les joues, les coudes, les genoux, par exemple, avec des grandes rougeurs. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va y avoir comme une rotation à 180 degrés, c'est-à-dire des zones convexes. L'eczéma va toucher des zones concaves, les plis des coudes, les creux en arrière des genoux, les plis du cou, par exemple, les plis en arrière des oreilles qui sont très souvent touchés et très typiques, notamment dans les phases un peu de tranquillité. On a souvent des petites fissures sous les oreilles qui témoignent de l'eczéma. On va revenir au traitement tout à l'heure, mais après, donc, chez ces nourrissons qui sont très souvent atteints d'eczéma, après ça disparaît en général vers 3-4 ans. Oui, la plupart du temps, la maladie s'éteint petit à petit, mais pas dans tous les cas. Il y a environ dans 10 à 15% une évolution vers l'âge adulte, et souvent des eczémas plus sévères. Vous, Stéphanie, vous avez commencé à souffrir d'eczéma à partir de quel âge? Alors, petite, en fait, je faisais pas mal d'allergies alimentaires, allergies environnementales, tout ce qui était poils de chat, poils de chien, pollen, graminées. Vos parents sont allergiques? Ma maman aux fruits exotiques seulement. Parce qu'en général, quand dans la famille, il y a
un parent, voire les deux parents, on a plus de risques d'être allergique. C'est très génétique. Je faisais aussi de l'asthme et ensuite de l'eczéma, mais vraiment sur les plis des bras et les plis des jambes, comme le dermatologue nous en a parlé. Et à 18 ans, c'est vraiment ressorti sur le visage. Donc c'est vrai que c'est la localisation pour l'eczéma de l'adulte la plus représentative de l'eczéma. Donc elle en avait, c'est typique son cas ou pas? Elle en avait peu et que dans les plis, et à 18 ans, hop, les parties convexes, le visage en tout cas? Non, heureusement, c'est pas le plus typique, mais je vous dis, c'est environ un patient sur 10 qui évolue de cette façon, en effet. Ouais. Ouais. Et donc j'imagine que quand ça arrive à 18 ans, on a compris tout de suite que c'était l'eczéma? Comme j'en faisais déjà, oui. C'était déjà facile à repérer. Donc, en faisant mes études, je suis partie faire mes études à Nantes. J'étais suivie directement au CHU. Et on s'est rendu compte que mes allergies aussi avaient un petit peu évolué, que du coup j'ai essayé plusieurs traitements, tous n'ont pas tout fonctionné. La cortisone n'était pas assez suffisante, donc on a passé à des traitements un peu plus lourds, comme la photothérapie, comme la cyclosporine, par exemple. J'ai fait aussi des séances dans les cures thermales. On a vraiment tout essayé pour trouver une solution. Et puis, finalement, en grandissant, c'est un peu passé. Enfin, ça va, ça vient. C'est une maladie chronique. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous avez décidé justement de fonder cette association qui n'existait pas, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un eczéma, mais plusieurs types d'eczéma? Parce que c'est vrai que quand on voit son histoire, après elle a été confrontée à d'autres personnes, et on a l'impression que chaque histoire est différente. Chaque patient a son eczéma. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce que vous retenez dans l'association, avec tous les témoignages que j'ai vus sur votre site. Il y a des sites totalement différents. Tout à fait. Des témoignages totalement différents. On a des eczémas qui vont plutôt de contact, où le fait d'avoir un allergène, par exemple sur la peau, une boucle d'oreille, va faire qu'on va avoir une plaque d'eczéma à cet endroit-là. L'eczéma chronique des mains, qui aussi se... Quelles sont les principales catégories d'eczéma? Parce que là, on a vu, Stéphanie vient de nous parler de l'allergie de contact. Là, c'est autre chose, c'est différent. C'est pas génétique. Voilà, l'eczéma de contact, c'est le hasard. Le hasard qui veut qu'au contact, ciment, nickel pour les bijoux, enfin pour les plus connus, on fait une plaque d'eczéma à l'endroit du contact. Et puis l'eczéma notamment atopique, les boutons de jean. Par exemple, à cause du métal, c'est très typique au niveau du nombril. Et puis l'eczéma dit atopique, ce fameux terrain génétique, aspre, des fois un eczéma, qui lui est génétiquement programmé et qui crée des lésions diffuses totalement indépendantes d'un contact avec du métal, parfum, etc. C'est très indépendant. Donc ces deux maladies s'appellent eczéma parce que cliniquement la plaque se ressemble. C'est rouge, c'est suintant, mais ça ce gratte. sont quand même deux maladies différentes, avec une qui est chronique, une qui est aiguë. C'est un peu compliqué peut-être pour le grand public, car on appelle d'un même mot, eczéma, deux maladies assez différentes. Le contact d'un côté, voilà, c'est comme ça. Et puis la maladie génétique, l'eczéma atopique de l'autre, qui commence à la petite enfance et qui peut créer des complications. Et est-ce qu'on peut dire aussi que, comme autre différence, l'eczéma est une maladie chronique de toute la vie, même si les traitements sont suspensifs, ils ne sont pas curatifs. En revanche, l'eczéma de contact, lui, dès qu'on a localisé le coupable, après il suffit d'éviter d'être en contact avec le coupable et ça va. Et parfois on désensibilise. Il y a parfois quelques traitements efficaces. Et puis on peut perdre aussi l'allergie au fil du temps. Il peut arriver que c'est le mystère de l'allergie, qu'on l'était à un moment et que 10 ans après on ne le soit parfois plus. Ça peut disparaître. Absolument. L'immunité s'autorégule en quelque sorte et donc l'allergie disparaît. Ça peut arriver. Je voudrais qu'on revienne aussi sur une chose qui est assez répandue, une idée reçue assez répandue. Il faut bien comprendre que l'eczéma n'est pas une maladie contagieuse. Vous êtes à côté d'une personne qui a de l'eczéma, vous pouvez l'embrasser, le caresser, le toucher. Vous avez un bébé qui a de l'eczéma, n'hésitez pas, au contraire. Le petit bébé, au contraire. Faites-lui plein de câlins. Ce n'est pas contagieux et ça, c'est important de le préciser. C'est à l'intérieur, l'eczéma. C'est une maladie vraiment immunitaire. Effectivement, il n'y a absolument aucune crainte à avoir. Et les petits bébés, au contraire, c'est une maladie qui peut créer de l'évitement, qui peut créer du stress. Donc le fait d'avoir des gestes tendres, c'est très important. Justement, ça aussi, on l'a beaucoup dit que c'était le stress qui provoquait des poussées. Oui, il y a une composante psychosomatique, elle est incontestable. On ne sait pas trop, comme d'habitude, comment ça agit. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une manifestation qu'on observe pour toutes les maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient. Eczéma, psoriasis, lupus.
Dans toute l'auto-immunité, il y a un rôle du système nerveux et du psychisme, du stress, effectivement. Avec plus ou moins d'importance, le stress peut induire de l'auto-immunité. Alors, on ne peut pas dire que c'est purement psychosomatique, mais que le stress, je pense que vous pourrez en témoigner, le stress déclenche des poussées incontestablement. Ouais, le stress n'est pas responsable de la maladie, mais il peut favoriser les poussées, déclencher un facteur déclenchant, on va dire. C'est un cercle vicieux parce qu'on se gratte partout, on est stressé, on s'enclenche des poussées. Vous voyez, donc c'est un vrai cercle vicieux. Alors vous, dans votre association, j'ai vu que vous donniez énormément de conseils. On va commencer par des conseils assez simples. Quand on a envie de se gratter, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se gratter ? Alors les techniques qu'on utilise le plus, c'est le froid. En fait, le froid calme la démangeaison assez rapidement. Après, il faut que la crise soit vraiment, vraiment localisée, parce que quand on a vraiment une très grosse crise, ça suffit pas, malheureusement. Mais le froid, par exemple, mettre sa crème hydratante au frigidaire, par exemple, toute la journée, le soir, c'est souvent là qu'on ressent plus les démangeaisons, parce que le stress de la journée, justement, notre cerveau, il se calme, enfin, il arrête de réfléchir à tout ce qu'on a pu faire toute la journée. Donc là, il est important d'utiliser le froid pour justement se calmer, penser à autre chose, avoir quelque chose dans les mains, par exemple une balle anti-stress pour justement éviter de se gratter, parce que plus on se gratte, plus la peau ça surinfecte. Voilà, la peau est abîmée et c'est difficile de sortir un peu de ce cercle vicieux. J'ai vu que vous conseillez même de mettre l'été les t-shirts au réfrigérateur bien froid et après d'enfiler il y a des patients qui font ça, oui, effectivement. Oui. Autre conseil, vous dites pas d'eau trop chaude. Oui, il faut faire attention à la température de l'eau. Si elle est trop froide ou trop chaude, on peut justement avoir soit une peau très sèche ou ça va irriter encore plus la peau si elle est trop chaude. Donc on dit entre 32 et 34 degrés. Après, et surtout, on ne sèche pas en frottant, on tamponne. Oui, c'est ça. Parce qu'après, la serviette, à force de se frotter la peau, on peut l'irriter. Donc il faut vraiment tamponner la peau avec une serviette en coton. Faire attention aussi à la lessive qu'on utilise, vraiment hypoallergénique, et puis faire de double lavage pour justement pouvoir avoir une serviette sans produits allergisants finalement. Donc on évite aussi les adoucissants. Tous ces conseils sont sur le site de l'association. Hein. Voilà, association eczéma. Je voudrais qu'on revienne aux traitements, aux principaux traitements, et surtout qu'on aborde un sujet important. Pourquoi cette cortisophobie, cette cortisophobie rappelez-nous un petit peu déjà quels sont les principaux traitements. Là, on a donné les petits conseils pour éviter le grattage, mais sinon, quels sont les principaux traitements ? Donc, c'est fondamental, c'est une hygiène quotidienne. Il faut hydrater sa peau. Un patient avec un eczéma atopique doit hydrater sa peau tous les jours. Ça peut être froid, etc. Mais le principe, c'est ça. On se rappelle, la peau, elle est sèche, elle est fissurée. Après chaque douche, il faut hydrater sa peau de haut en bas. Avec un baume, c'est le plus hydratant. Avec les baumes qui sont épais. Il y en a beaucoup sur le marché maintenant, qui sont hypoallergéniques, sans parfum. C'est la base, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais oublier ça. Plus une peau sera sèche, plus il y aura de récidive d'eczéma. 2, et ça c'est un message, effectivement, vous avez raison, qu'il faut marteler, la cortisone reste la base du traitement de l'eczéma en 2017. Cortisone locale, les crèmes à base de cortisone, jamais en comprimé. Oui, rappelons-le, toute la mauvaise réputation de la cortisone concerne les traitements par voie orale ou injectable, mais pas pour les traitements locaux. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, car si vous l'utilisez, mais pas à la bonne dose, en disant « je ne vais pas en mettre trop, je vais en mettre moins que ce qui est pas tous les jours, mais un jour sur 2 », ça ne marchera pas. C'est la base du traitement. Et même chez le nourrisson, il faut le dire aux parents, même à 3 mois, il y a des crèmes à la cortisone qui sont adaptées au nourrisson, c'est-à-dire avec vraiment une puissance qui est très faible, et bien utilisées, c'est-à-dire en gros avec une décroissance progressive, les parents le savent, un jour sur 2, un jour sur 3, bien utilisé, ça marche bien, c'est efficace et ça donne extrêmement peu d'effets secondaires. Donc c'est la base. Et puis il ne faut pas attendre que les lésions s'installent pour traiter. Ce sont des petits bébés qui vont se gratter, qui vont souffrir, qui vont se surinfecter. Donc dès que l'eczéma arrive, ne pas avoir peur, ça ne sert à rien. Il faut traiter par l'eczéma. Les crèmes sont adaptées à la peau des bébés, d'autres à la peau des adultes. Il faut y aller sans hésiter. D'ailleurs, il y a des écoles de l'eczéma, il y a des formations d'éducation thérapeutique, justement pour apprendre aux mamans et aux papas à traiter, où on vous conseille, on mesure par phalange, c'est ça la dose de cortisone. Des petites phalangettes, absolument. Donc suivant la surface que vous avez à traiter, on va vous donner le nombre de phalanges de crème qu'il faudra appliquer. Donc ça, c'est très important. Surtout, n'attendez pas
que les pustules, enfin les plaques s'installent, il faut traiter tout de suite et à la bonne dose et sur les conseils de votre médecin, bien entendu. Et vous rendrez service à votre enfant, quoi. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, j'en profite, Stéphanie, pour annoncer une bonne nouvelle, vous êtes enceinte. Oui. Et on peut aussi traiter les femmes enceintes avec de la cortisone. Donc pour vous montrer à quel point il n'y a pas de danger avec la cortisone locale. Vous utilisez la cortisone vous-même. Oui. Donc après, les autres traitements. Alors, quand la cortisone n'est plus suffisante, il y a d'autres traitements qui sont également, qui vont un petit peu diminuer l'immunité, parce que c'est la base de l'eczéma, soit par voie locale, il y a un médicament qu'on appelle le tacrolimus, voilà, qui est donné en deuxième ligne, qui marche bien également. Et puis, surtout chez l'adulte, quand on arrive à des formes vraiment étendues et sévères, on passe à des traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire en comprimé ou en injection, qui ne sont pas la cortisone, encore une fois, c'est totalement différent. Là, ça agit pour baisser l'immunité, limiter l'immunité. La grande molécule par voie orale s'appelle la cyclosporine, voilà, remarquablement efficace, à suivre de près avec son médecin pour la fonction rénale, mais remarquablement efficace. Donc il faut dire aux gens qui ont des eczémas sévères qu'on a des molécules qui sont très efficaces et qui vont leur supprimer les démangeaisons. Simplement, il faut les suivre de près. Et puis, on a une molécule qui est en train d'arriver, qui est actuellement, dont les essais sont terminés, qui est dans une phase un peu intermédiaire, on appelle ça ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Voilà. Nous, on l'utilise à l'hôpital d'Antony, c'est des patients qui ne supportent mal la cyclosporine, par exemple. Traitement injectable, ce sont des nouvelles thérapies ciblées. Traitement injectable, c'est une injection tous les 15 jours. Tous les 15 jours, voilà. Thérapie dite ciblée, ce sont les nouveaux traitements qui sont des anticorps, donc ça va cibler une petite protéine de la peau, ce qui explique l'absence quasiment d'effets secondaires, si on compare à la cyclosporine. C'est un grand espoir dans les essais thérapeutiques qui ont été menés jusqu'à présent. Attention, laissons pas croire ici qu'on a trouvé la molécule miracle de l'eczéma, mais grand espoir. Grand espoir. Une autre chose, juste pour terminer, le soleil, ça fait du bien. Vous avez moins de poussée quand vous allez au soleil ? Oui, c'est vrai que le soleil, ça a vraiment un effet bénéfique pour la peau. Avec modération et pas aux bonnes heures. Et on utilise aussi la photothérapie, les pour UV traiter. à vertu thérapeutique. Ça déprime l'immunité. Attention, je suis un dermatologue, donc le message est obligatoire. Pas trop d'UV. Ou alors vraiment, je ne pourrais pas justifier mon titre. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils. Merci beaucoup Stéphanie. Et nous, on se retrouve tout de suite pour notre Zoom Santé. On se retrouve pour parler des médicaments, de vos médicaments plus exactement, et de la manière dont vous les prenez ou pas. Pour en parler, je suis avec Alain Guilleminot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes pharmacien en officine, vous êtes président de l'UTIP, c'est une association de formation professionnelle des pharmaciens. Voilà. Donc on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une grande étude sur ce que l'on appelle l'observance. Alors déjà, qu'est-ce que l'observance ? Alors l'observance, c'est vrai que c'est une notion qui est peut-être un peu mal connue du grand public, mais en fait, elle sait ce que c'est, puisque c'est la façon de prendre ces médicaments, de les prendre au bon moment, de les prendre régulièrement. Donc la bonne observance, c'est quand on les prend bien. Voilà, dans les bonnes conditions, que ça soit dans le temps, dans la dose, tout au long du traitement, qui peuvent être, ce sont des traitements chroniques, qui peuvent être aussi des traitements pour toute la vie. En fait, tout ça vient du fait de ces études, c'est la deuxième, je crois, qui est faite en France. Ces études ont été faites parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent pas ou mal leurs médicaments. Voilà. Aux États-Unis, c'est encore pire. Il y en a qui ne vont pas acheter. Voilà. Il y a 30% des prescriptions, des ordonnances où les patients ne vont même pas les chercher à la pharmacie. Alors, simplement pour vous dire quand même en préalable, c'est que c'est un vrai enjeu de santé publique. Ouais. C'est 130 000 hospitalisations pratiquement en France. C'est 12 000 décès. 130 000 hospitalisations liées à la non-observance. Liées à la non-observance. Pratiquement 12 000 décès qui seraient attribués à cette non-observance. Et par voie aussi la non-observance dans des pathologies très graves, comme cancer ou sida. Et c'est pratiquement, sur certaines pathologies, plus de 50% d'inobservance. Selon les pathologies. Donc un vrai enjeu de santé publique et aussi financier, pratiquement 9 milliards pour les finances publiques. Alors brièvement, cette étude elle a été faite sur un très grand nombre de personnes, dans 3 pathologies essentiellement, l'hypertension artérielle, l'asthme et le diabète de type 2, celui qui ne dépend pas de l'insuline. Donc racontez-nous ce qu'on a observé, ce qui ressort de cette étude. Alors il y a 3 éléments, d'abord négatifs par rapport à l'observance. C'est contrairement à ce que peuvent penser d'ailleurs les professionnels de santé, que ce soit médecins ou pharmaciens, le premier élément, c'est l'initiation du traitement.
C'est au début du traitement. Souvent, là, le patient, il est perdu. Il ne sait pas dans quelles conditions il doit les prendre. C'est le matin, le midi, le soir, les doses, etc. Il y a aussi un des paramètres d'inobservance. C'est lié au fait que le patient fasse du nomadisme, c'est qu'il ne prenne pas une officine particulière, régulière. Ça veut dire chez le pharmacien qui change de pharmacien régulièrement. Tout à fait. C'est que, voilà, donc le pharmacien ne le connaît pas, il ne peut pas lui conseiller. Voilà de reprendre. L'historique par rapport. Et puis aussi, évidemment, ça paraît assez évident, c'est aussi les moments dans le traitement où il y a des changements de traitement où, par exemple, votre pharmacien vous propose un générique qui n'est pas celui qu'il prend habituellement, la personne est perdue, voilà, et donc tout de suite ça perturbe le fait de prendre ses traitements. Il y a une autre chose aussi qui ressort de cette étude, et moi j'avais vraiment l'impression que c'était le contraire, c'est que ce sont les femmes qui sont moins observantes que les hommes. Voilà, ça c'est un des aspects de l'étude aussi qui a été assez surprenant. Effectivement, les femmes, alors peut-être qu'elles sont occupées sur d'autres tâches, et effectivement les femmes sont moins observantes. Pour résumer, en 30 secondes, quelles sont les choses que l'on pourrait mettre en place pour améliorer l'observance ? Alors, améliorer l'observance, c'est très, très sûrement, et ça, il faut absolument que les pouvoirs publics le prennent en compte, il faut absolument que les patients soient beaucoup plus suivis. Et notamment, il y a des propositions de formation spécifique pour les professionnels de santé, d'entretien d'observance dans les pharmacies d'officine qui seront proposées. Donc on va vous mettre dans un petit coin, on va bien vous expliquer. Les fameux entretiens pharmaceutiques par rapport à l'observance. Et c'est tout un tas une suite de décisions qui doivent être prises pour que les patients soient mieux observants et ainsi faire face aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Mais je retiens surtout de ce que vous m'avez dit au début, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès liés à la non-observance. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Très, très important. Un médicament n'est utile que si vous le prenez. Il n'est efficace qu'à condition d'être bien pris. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur LCI.